Guillaume Perrier, bonjour. Bonjour. Journaliste, longtemps en poste à Istanbul, vous êtes co-auteur du livre La Turquie et le fantôme arménien, ainsi que du film Erdogan, l'ivresse du pouvoir. Cette année, vous publiez aux éditions Actes Sud Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan. Alors Guillaume Perrier, dimanche prochain ont lieu des élections à la fois présidentielles et législatives. Erdogan a voulu les anticiper. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, depuis l'an dernier, un référendum constitutionnel a eu lieu et Erdogan a ratifié par ce biais-là une réforme de la Constitution pour présidentialiser le régime. Qui lui donne les pleins pouvoirs. Qui lui donne des pouvoirs très très élargis, qui supprime le Premier ministre et qui rend le Parlement dépendant totalement du pouvoir présidentiel. Donc cette réforme, pour être mise en place, devait attendre des élections. Donc Erdogan avait tout intérêt à anticiper les prochaines élections pour pouvoir mettre en place ce régime présidentiel qu'il appelle de ses voeux depuis de nombreuses années déjà. Il y a aussi d'autres raisons à ça, plus conjoncturelles évidemment. D'abord la guerre en Syrie, les opérations transfrontalières contre les Kurdes qu'Erdogan a déclenchées au mois de janvier. Cette opération a suscité une atmosphère très nationaliste, très militariste. Très porteuse pour lui. Très porteuse électoralement, puisque Erdogan, depuis 3 ans maintenant, est allié avec une extrême droite ultranationaliste, très anti-kurde, et que cette atmosphère de ferveur nationaliste sert évidemment Erdogan. Et puis la troisième raison, c'est l'économie, sans doute la principale raison, puisque l'économie turque va très mal aujourd'hui, en dépit des chiffres de croissance spectaculaires qu'on montre. Le taux de chômage est assez important. Voilà, le taux de chômage, les taux d'intérêt. Le tourisme reste quand même une ressource importante pour la Turquie, mais si vous voulez, c'est surtout... Avec les attentats, le tourisme n'a pas trop baissé ? Alors, le tourisme a baissé dans un premier temps, mais est en train de remonter aujourd'hui, donc ça redevient une ressource importante pour l'économie turque, mais le problème, c'est l'endettement. L'endettement du pays qui, sous le règne d'Erdogan, a été multiplié par 3, si vous voulez. Donc toute cette croissance... Si les taux d'intérêt montent, ça va peser sur cet endettement. Absolument. Et il y a déjà aujourd'hui de grands groupes industriels, y compris ceux proches du pouvoir, qui sont dans une situation difficile et qui n'ont plus de ressources pour financer leurs activités. Donc il vaut mieux faire les élections maintenant à cause de ça ? Oui, parce que en fin d'année, il y avait des prévisions économiques très mauvaises qui risquaient vraiment de gêner Erdogan. Il faut savoir que l'économie a toujours été son meilleur argument électoral et qu'aujourd'hui, ça devient un peu son talon d'Achille. Et alors, doit-il craindre de la montée en puissance des opposants politique? Oui, alors... Parce qu'il en a 5 là en face de lui. Alors il en a 5, mais je pense qu'on peut parler d'une opposition. Résumons ça en tout cas à une opposition, même si elle est désunie évidemment. Mais si vous voulez, Erdogan a tourné chaque élection depuis plus de 10 ans maintenant en une sorte de plébiscite pour ou contre Erdogan. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Le mot d'ordre, c'est Devam, on continue. C'est un sous-entendu, on continue avec Erdogan, ou tamam, ça veut dire stop, on arrête là. Donc Erdogan a lui-même... stop quoi ? Stop ce régime, stop cette course en avant effrénée vers toujours plus d'autoritarisme, toujours plus de nationalisme. Donc aujourd'hui, on est encore une fois dans une situation où le scrutin se résumera à pour ou contre Erdogan. Il a polarisé la vie politique turque depuis des années autour de sa personne. Donc encore une fois, aujourd'hui, ça sera soit une adhésion, soit un rejet d'Erdogan. Est-ce qu'il peut perdre ? Il y a une possibilité pour la première fois, alors pas pour la première fois, parce que déjà en 2015, au moment des dernières législatives, il avait été un tout petit peu mis en ballottage, mais encore une fois... 50, c'est assez juste. Non ? Ça, c'était au référendum, mais aux législatives de juin 2015, il avait perdu la majorité absolue pour la première fois. Et il avait été obligé de reconvoquer des élections au mois de novembre suivant pour pouvoir à nouveau reprendre la majorité. Là, on pense que les sondages montrent que ça va être très serré. Ça va sans doute se jouer à moins d'1 million de voix. Sur 55 millions d'électeurs. L'opposition et les forces pro-Erdogan sont à peu près au coude à coude. Ce qui devrait faire la différence, c'est le vote des Kurdes. Les Kurdes représentent entre 10 et 15%. Leur vote d'un côté ou de l'autre fera basculer la majorité. Alors si c'est ric-rac comme ça, est-ce qu'on peut craindre une fraude ?
Il y a un risque, évidemment. Il y a eu des soupçons comme ça lors des dernières élections, je crois. Plus que des soupçons, l'OSCE avait très clairement dit que les élections étaient entachées de forts soupçons de fraude. Il y avait plus de 2 millions de bulletins frauduleux qui avaient été validés par le Haut Conseil électoral, alors que le référendum s'était joué, comme vous l'avez dit, à 51%. Donc là, oui, il y a un vrai risque. Ça sera une élection serrée. La campagne a été d'ores et déjà totalement inéquitable, hein, ça c'est un fait. Pourquoi ? Pour tout un tas de raisons. C'est que l'AKP, le parti au pouvoir, est une machine électorale qui phagocyte absolument tout, qui utilise tous les instruments de l'État pour mener sa campagne. Tous les services publics sont mis au service du président. Et le temps de parole dans les médias, par exemple, et c'est un rapport de 1 à 100 entre le parti au pouvoir et ses opposants. Alors, vous contestez un peu la présentation sommaire d'un Erdogan dictateur qui met ses opposants en prison ou d'un sultan qui sera à la tête d'un palais de plus de 1000 pièces. Bon. Alors, est-ce qu'on peut le comparer à Poutine et parler de démocrature, et dans ce cas islamiste ? Alors, moi, j'aime pas trop ce mot de démocrature, d'abord parce que c'est un concept qui a été inventé pour des régimes sud-américains il y a 25 ans, donc ça me paraît pas très pertinent pour expliquer. On en parle maintenant beaucoup pour la Russie. Oui, mais derrière ce mot de démocrature qu'on a inventé pour l'Uruguay à l'époque, c'était une dictature avec les apparences de la démocratie. Aujourd'hui, ni en Russie ni en Turquie, il y a d'apparence de démocratie. Il y a un système judiciaire qui est totalement soumis au pouvoir exécutif. Il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Donc il n'y a pas de démocratie. Il y a effectivement des élections. Bon, mais des scrutins électoraux ne suffisent pas à définir une démocratie. Avec une pression quand même, vous dites, assez forte. Une pression extrêmement forte. Donc vous quand même, vous mettez en garde contre le mot dictature. Oui, parce qu'une dictature, ça a aussi un sens. Une dictature, c'est un système où il y a un seul parti. Ça n'est pas le cas en Turquie. C'est un système où il n'y a pas d'élections. Alors même si ces élections ne sont pas libres, elles permettent quand même d'exprimer des voix dissonantes. Il y a Erdogan 80% du temps, mais il reste 20% du temps pour les opposants. Dans une dictature, c'est 100%. Une dictature implique aussi une paramilitarisation de la société. Alors ça commence à être le cas en Turquie. Il y a effectivement des milices qui s'organisent, qui sont favorables à Erdogan et qui tiennent les quartiers des grandes villes. Il a écarté les militaires laïcs, voilà, il les a tous écartés, ceux qui étaient... Non, pas tous. Non, il a fait une purge quand même assez importante après le coup d'État. Alors c'est une purge, mais pas des laïcs. La purge qui a eu lieu après le coup d'État, c'était les militaires qui étaient favorables à Fethullah Gülen, qui est un islamiste et qui était son principal allié au sein de l'appareil d'État pendant des années. Donc au contraire, il a utilisé les militaires laïcs et nationalistes pour faire ces purges aujourd'hui. Donc il est allié avec ces gens-là. Parce que je pensais que les militaires étaient les garants de la laïcité de la Turquie. À une autre époque. À une autre époque. Plus aujourd'hui. Très bien. Alors Erdogan a en tête 2023 qui célébrera le centenaire de la fondation de la République turque. Alors il s'est mis en tête de hisser la Turquie parmi les 10 plus grandes puissances mondiales. Et pour cela, il s'est lancé dans un projet d'infrastructure assez énorme. Avoir le plus grand aéroport du monde, avoir des centrales nucléaires, le canal d'Istanbul. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le volet militaire. Il veut se doter d'un porte-avions, avoir ses propres tanks. Est-ce que c'est un risque pour la planète, ce réarmement, oui, quand même ? Écoutez, oui, je crois que la course à l'armement est toujours un risque, évidemment. Dans le contexte turc, c'est assez particulier. Il y a d'abord une ambition très nationaliste de développer ses propres outils pour ne plus être dépendant de l'alliance avec les États-Unis et l'OTAN d'un côté ou de la Russie de l'autre. On voit que c'est plutôt la Russie qui joue aujourd'hui ce rôle d'allié stratégique. Il a acheté des systèmes de défense antiaérien à la Russie, mais la Turquie reste un allié de l'OTAN. Il y a en ce moment des négociations sur l'acquisition d'avions de chasse américains. Un allié bancal. Mais voilà. Donc il joue de ces deux alliances. Donc il y a surtout la volonté de développer une industrie nationale propre qui rende indépendante la Turquie par rapport à ces alliances-là. Donc après, oui, il y a évidemment une menace dans la mesure où comment va être utilisé cet armement. Est-ce que c'est le Moyen-Orient qui est le plus à craindre ou Pas nécessairement. Je pense que le pays
qui s'inquiète le plus de cela, c'est la Grèce, par exemple, qui a toujours été la première cible dans ce genre de situation. Donc il y a en ce moment des tensions assez fortes en mer Égée entre la Grèce et la Turquie, pour tout un tas de raisons. La Grèce a été le premier pays à accueillir des putschistes après la tentative de coup d'État, à leur donner l'asile. Donc ça a rendu la Turquie furieuse. Et il y a aujourd'hui beaucoup de tensions, y compris sur des conflits territoriaux. Ouais, Chypre. Et Chypre, évidemment. Voilà. Alors, on va parler un petit peu des relations compliquées qu'entretient la Turquie avec l'Europe. Évidemment, Erdogan n'a pas supporté les réticences de l'Europe vis-à-vis d'une intégration, d'une adhésion de la Turquie. Mais aujourd'hui, il a comment dire, une carte maîtresse en main, c'est-à-dire qu'il a accepté donc le maintien sur le sol turc de 3 millions de réfugiés syriens, moyennant un chèque européen de 6 milliards. Jusqu'où il peut aller dans ce rapport de force avec l'Europe ? Il suffit qu'il ouvre les portes. Jusqu'où on lui permettra d'aller. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est d'abord l'Union européenne qui a servi cet instrument, ce levier de pouvoir à Erdogan sur un plateau. Erdogan, si vous voulez, sa grande force, c'est depuis le début de sa carrière politique, c'est d'être capable d'exploiter à 100% les failles et les faiblesses de ses adversaires, que ça soit au niveau national ou sur la scène internationale. Il a bien compris que l'Europe aujourd'hui était totalement paralysée par cette question migratoire. Les opinions publiques sont très réticentes à l'accueil de migrants. Les pouvoirs politiques ont peur de la montée des gouvernements populistes. Et donc, on a tendance à vouloir externaliser cette question, à vouloir repousser la pression migratoire au-delà des frontières de l'Europe. On l'a vu encore hier avec la rencontre entre Angela Merkel et Macron, puisqu'on parle d'externaliser peut-être. Oui, voilà, avec l'ouverture de hotspots en Afrique. Bon, mais la Turquie joue déjà ce rôle pour l'Union européenne depuis de très nombreuses années. Il y a eu effectivement le passage de près de 900 000 migrants en 2016 qui a nécessité une réponse. Et la seule réponse que l'Europe a trouvée, plutôt que d'avoir une politique migratoire commune, une réponse politique, la seule réponse qui a été trouvée, c'est de donner ce pouvoir à Erdogan, ce pouvoir de chantage en quelque sorte, puisque effectivement contre 3 milliards d'euros, qui se sont transformés en 6 milliards depuis. Pour l'instant, ils n'ont touché que 3, je crois. Les 3 autres sont en cours de versement. Livraison. Voilà. Mais voilà, il a accepté effectivement de retenir sur son sol une partie de ces migrants, ce qui ne l'empêche pas chaque semaine de dénoncer cet accord, de menacer de le rompre et de menacer l'Europe de l'envahir, de l'inonder de Alors vagues justement, de migrants. peut-on dire que l'Europe a été un peu complice de l'islamisation de la Turquie, compte tenu justement d'être comme ça un peu dans les mains de la Turquie ? Je ne parlerai pas de complicité, le problème me paraît pas... D'avoir fermé les yeux, bien sûr, sur plein d'aspects, mais le problème ne me paraît pas être l'islamisation de la Turquie. Le problème, c'est... la radicalité C'est la mise en place d'un régime autoritaire, mais la caractéristique principale du régime Erdogan n'est pas son islamisme. Je pense que ça, on est très focalisé sur le voile, voilà, le retour du voile. Mais ça en dit beaucoup sur nous, mais moins sur Erdogan, si vous voulez. Ça en dit beaucoup sur les obsessions des sociétés occidentales sur l'islam, évidemment, mais ça en dit peu sur Erdogan. Pour Erdogan, l'islam est un instrument comme un autre. Il se sert des idéologies, il en a joué tout le temps. Si vous voulez, la question du voile, étudions ça d'un peu plus près. Pendant les premières années de son mandat, il n'en a jamais été question. Les islamistes lui en ont même beaucoup voulu, puisqu'ils estimaient qu'il l'avait trahi. Ils ont même joué la carte européenne pour jouer la laïcité et donc le port du voile en Turquie. Voilà, si je vous ai bien lu. C'est ça. Et donc le port du voile est arrivé en 2007, donc un peu plus tard, et ça a été perçu comme une avancée des libertés. Et c'est l'Union européenne qui a permis ça, si vous voulez, puisque la Turquie était le seul pays où le voile était interdit à l'université. Absolument. Alors une dernière petite question. Vous avez été correspondant pendant combien de temps en Turquie ? 10 ans. 10 ans. Est-ce que vous avez eu des difficultés à faire votre travail là-bas ? Non, pas spécialement. Je pense que pendant très longtemps, il y avait une certaine bienveillance vis-à-vis de la presse étrangère, et donc c'était beaucoup plus simple de travailler quand on était journaliste étranger que journaliste turc. Les choses ont un tout petit peu changé à partir de 2013, puisque l'atmosphère politique a vraiment basculé dans une forme de violence et de pression permanente à partir des émeutes du parc Gezi.
dit, hein, Ouais. qui ont été, je dirais, le point de départ d'une vision assez paranoïaque du pouvoir vis-à-vis de la presse. Donc aujourd'hui, c'est plus difficile. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pression, beaucoup de surveillance, un état d'urgence qui rend le travail des journalistes compliqué. Il va le lever, l'état d'urgence, une fois qu'il sera réélu? C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a annoncé. Bon, tous les autres candidats ont dit qu'effectivement, ils allaient supprimer l'état d'urgence. Erdogan, sous la pression, a été obligé de dire la même chose. Oui, je pense. De toute façon, cet état d'urgence, une fois élu, une fois les pleins pouvoirs mis en place, il n'en aura plus besoin. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup de nous avoir fait rentrer dans la tête de Erdogan. On conseillera votre livre. Au revoir. Au revoir.